Une destination qui propose un visage bien différent de la Côte d'Opale. C'est Bruno, correspondant du plus grand journal régional, qui va nous guider. Curieux et amoureux de son terroir, il connaît tout le monde ici et a déjà arpenté chaque recoin du Pas-de-Calais. Le premier site qu'il nous propose de visiter est un lieu unique, où les habitants vivent en harmonie avec une nature maîtrisée. Le Marais Audomarois. 15 000 parcelles de terre, pour la plupart cultivées, délimitées par 800 km de canaux. Il est 10 h du matin. Bruno s'est greffé sur la tournée de Nicolas, le facteur du Marais. Une manière originale de découvrir ces lieux avec quelqu'un qui connaît par cœur chaque méandre de ce dédale aquatique. Le Marais, c'est une découverte ou t'es d'ici? Non, moi je suis d'ici, j'ai grandi à Saint-Omer. Et je venais déjà quand j'étais petit dans le Marais, soit en barque avec les centres aérés ou les écoles, ou avec les copains pour se baigner, pour faire les fous, quoi. Donc non, moi je connaissais déjà, avant d'être facteur, je connaissais déjà le Marais. Nicolas et les gens d'ici vivent aujourd'hui au rythme du Marais, un site qui ne s'est pas créé du jour au lendemain. Il est le fruit du travail acharné des moines des environs qui ont façonné ces terres et ces canaux durant presque un millénaire. Le Marais Audomarois est désormais la plus grande zone humide régionale de France, abritant plus de 1700 espèces d'animaux et végétaux. Viens dire bonjour? Jamais. Non? Je le regarde, mais... Pas plus. Une immersion en pleine nature facilement accessible, puisqu'il existe plusieurs loueurs de barques en bordure de marais. Comme je dis tout le temps, le Marais est beau par tous les temps. Aussi bien l'automne, où ça devient orange, l'hiver, qu'il n'y a plus de feuilles avec les petites gelées matinales, le printemps autour bourgeonne, les animaux qu'on voit grandir. C'est un bonheur permanent d'être dans le Marais, on voit toujours des choses différentes. Aujourd'hui encore, les hommes du Marais continuent à préserver ces paysages marécageux et à les mettre en valeur. On les appelle les broucailleurs. Ils contribuent chaque jour à faire l'identité du Marais Audomarois. Jérôme est de cela. Il cultive et défend ardemment un légume historiquement associé au Marais. Bonjour Jérôme. Ah bonjour monsieur le Comment facteur, tu vas ça va bien et toi? Ça va, je t'amène ton courrier. Merci. Bonjour Jérôme. Je te présente Bruno. Bruno, bonjour. Je promène dans le Marais. Une bonne idée, très bonne idée. Je pensais que dans le Marais, on ne cultivait que des choux-fleurs et on y cultive aussi des endives. Maintenant, je ne sais pas si ça s'appelle endive ou chicon. C'est quoi la différence? Il n'y a pas de différence. Le chicon, c'est le côté flamand du nom en fait. Qu'on l'appelle chicon ou endive, Jérôme en récolte 1500 tonnes par an. Son exploitation familiale est ancrée dans le Marais depuis 1732. Alors quand vous lui posez des questions sur cette chicorée, vous pouvez être sûr qu'il ne vous raconte pas de salade. Alors comment ça se prépare? Comment on arrive à avoir cette carotte et cette plante? Et ben en fait, aux environs du début du mois de mai, on va semer des graines en plein champ. Et on va laisser développer une carotte qui ressemble à une carotte comestible, mais qui est la racine d'endive. Et alors c'est cette carotte, et c'est celle-ci qui va donner la fameuse endive. Alors, mais on l'a dans le champ, ça. Et ensuite, ça, on l'a dans le champ. on la ramène en bâtiment. On les met en frigo de manière à ce que l'endive elle soit endormie. Et en deuxième partie, en fait, c'est là où on va voir la croissance de l'endive proprement dite. C'est-à-dire que d'un petit bourgeon qui est là, le germe de l'endive, il va se développer dans le bâtiment au noir absolu. C'est pour ça qu'elle est bien blanche et bien jaune. Parce que si elle était en pleine lumière, elle serait verte. Et c'est là qu'on a l'endive qu'on va pouvoir commercialiser. Et puis vous, consommateurs, la manger, vous régaler avec. On trouve aujourd'hui l'endive sur tous les étals de novembre à mars. Un produit très populaire qui a pourtant failli ne jamais voir le jour. Jérôme, petite question, comment est venue l'idée de mettre le chicon dans une pièce noire et froide pour pouvoir la cultiver? Je pensais que je t'avais déjà tout raconté sur l'endive. Écoute, non, j'ai loupé un épisode. Il y avait un jour un monsieur qui avait mis un tas de racines de son jardin, qu'il avait mis dans sa cave, et ça s'est mélangé avec ses pommes de terre ou je ne sais quelle carotte de son jardin. Et au beau jour, après l'hiver, parce qu'il avait mis de la paille, et il avait mis dans sa cave pour éviter que ça soit gelé, ces carottes, il s'est aperçu qu'il y avait quelque chose qui s'était développé. Et puis il a eu l'idée de la goûter, et c'était super bon, c'était les prémices de l'endive. Quittons maintenant le Marais et son cadre naturel pour nous intéresser à de toute autre richesse. À une vingtaine de kilomètres plus au sud, la ville d'Aire-sur-la-Lys
propose un patrimoine plus urbain, où la pierre façonnée par l'homme raconte l'histoire de la région. C'est Gérard, historien local et ami de Bruno, qui va nous éclairer sur les édifices remarquables de son fief. Bonjour Gérard. Bonjour Bruno. Même avec le temps, tout le temps en admiration de mon vieux machin. Ce vieux machin, c'est le bailliage, symbole du passé glorieux d'Aire-sur-la-Lys. C'est quand même le joyau. C'est effectivement le joyau d'Aire-sur-la-Lys. Alors ce bâtiment, il est unique parce que c'est un témoignage de la Renaissance flamande et il n'en existe aucun dans le nord de la France, en Belgique, aux Pays-Bas. De cette importance-là, De cette non. importance-là. Non. Tous ont été détruits. Ce bâtiment date du tout début du XVIIe siècle, une époque où Aire-sur-la-Lys, cité catholique, vit du commerce et a les moyens de s'offrir ce symbole de prospérité. Alors sur cette façade, sur l'attique de cette façade, vous avez les 4 vertus cardinales qui sont représentées par 4 jeunes femmes. Alors les vertus cardinales, de gauche à droite, vous avez d'abord la prudence, avec comme symbole son miroir. Ensuite, la justice, La balance et le glaive. la balance et le glaive. La force, la jeune femme qui va desceller la colonne. Et enfin, la tempérance, avec un symbole assez rare, puisqu'elle tient dans ses mains les rênes et le mors du cheval. C'est pour brider les élans fougueux de l'étalon, qu'on peut ramener effectivement aux élans fougueux du mâle. Du mal. L'autre monument d'Aire-sur-la-Lys, c'est le beffroi. Il a été reconstruit et modifié à maintes reprises. Celui que l'on connaît aujourd'hui date du XVIIIe siècle, possède 7 étages et 236 marches. Gérard est l'un des rares à en posséder les clés. Nous le suivons sur le toit pour une visite exclusive. Quel privilège! La collégiale, les monts de Flandre, les terris. Nous sommes à la limite, à la frontière entre l'Artois et le plat pays qui correspond aux Flandres. Ce monument d'Aire-sur-la-Lys est l'un des nombreux beffrois qui font partie du patrimoine architectural du Nord. Trouvant souvent leurs origines au Moyen-Âge, ils avaient une fonction principale bien précise. Alors on est sur une tour, sur le beffroi, en face une autre tour. C'est Il y a une rivalité. Une rivalité entre les deux? Il y a une rivalité. Entre le clergé et le bourgeois? Le pouvoir religieux avec le clocher, et puis nos bourgeois, pour asseoir leur pouvoir, leur nouveau pouvoir, dès l'origine, des beffrois d'ailleurs, dès le XIe et le XIIe siècle, construisent une tour, une première tour en bois, et par la suite, on améliore le système. Alors laquelle est la plus haute? Qui a gagné? Disons par respect, on laisse la tour de l'église plus haute. Partir à la découverte de la Côte d'Opale, c'est s'imprégner de son histoire, mais aussi de ses coutumes. À Wizerne, Bruno va maintenant nous faire découvrir une discipline ancestrale qui daterait du 5e siècle, le tir à l'arc à la verticale. Ah, salut Bruno. Ça va? Ça y est, t'es venu? Oh là là! T'es décidé Hubert. à venir essayer? Bonjour Stéphane. Bonjour Bruno. C'est aujourd'hui que Alors. t'essayes? C'est aujourd'hui que j'essaye. T'es la star ici. C'est président Attendu national, roi, 3 fois. 3 fois de suite. Et qu'est-ce qu'on fait là? Là, je suis en train de regarnir la perche. Les oiseaux qui ont été abattus, il faut les remplacer. Les oiseaux, ce sont ces drôles de cibles qu'Hubert et son partenaire placent méticuleusement sur la grille. Et pourquoi ça s'appelle les oiseaux? Est-ce que ça a une... Est-ce que c'est par rapport à l'origine peut-être? Il y a une des origines du tir à l'arc, je ne sais pas si c'est la bonne, qui prétend que le tir à l'arc à la perche verticale vient des marins qui sur les voiliers pour passer le temps, accrocher un oiseau en haut du mât et tirer après. Bruno va maintenant passer à la pratique. On va la remettre en position de tir. C'est quand on voit le mât s'élever à plus de 30 mètres de hauteur que l'on comprend toute la difficulté de l'exercice. Allez, on remonte. Les tireurs tentent de toucher les oiseaux. Plus la cible est élevée, plus ils marquent de points. Mais attention aux flèches.
Dessous, est-ce que c'est dangereux? Bah, On ce prend qui- parfois une flèche sur le Ouais, crâne? ça arrive, ça arrive. Mais bon, oui, si c'est sur le crâne, c'est douloureux, mais c'est pas le pire. Bon, il faut éviter, c'est de... Par exemple, on dit que si on voit une flèche arriver sur un archer, il ne faut surtout pas le prévenir, il ne faut surtout pas lui dire attention, parce que son réflexe, ça sera de lever sa tête. Et ben, tu comprends que si tu lèves ta tête au moment que la flèche arrive, ça peut être dans ton œil ou dans ta bouche. Moi, j'en ai pris 4 sur la tête, c'est bien. Il faut dire qu'Hubert pratique ce sport depuis 50 ans. Bruno est donc à bonne école. Alors, tu essaies toujours d'avoir tes pieds perpendiculaires au poteau de la perche. Ensuite, la position des pieds, Et Comme l'arc ça tourné vers la perche. comme ça. Ouais. Ensuite, il y a un petit truc pour Il faut bien te cambrer, bien me cambrer. bien dresser, bien tendre ton bras gauche, tourner l'arc vers la perche, par là. Voilà. Et tirer le maximum. Le coude dégagé pour pouvoir. Voilà, vas-y, encore un peu. Ça va pas être mal. Ça. Ah, non, regarde. Voilà, t'es dedans. Bon, Laissons là nos sportifs locaux et continuons notre parcours pour nous rendre à quelques centaines de mètres de là, dans la même commune de Wizerne, sur un site qui a laissé de sombres empreintes dans la région. Avec Bruno, nous allons pénétrer dans les entrailles de la coupole d'Elfaux, l'un des vestiges les plus impressionnants de la Seconde Guerre mondiale. Un lieu aujourd'hui ouvert au public que dirige Nicolas. bonjour Nicolas. Bonjour. C'est frais ici. Oui, il fait 7 degrés ici. Alors c'est aussi frais aujourd'hui que c'était glacial il y a un peu plus de 70 ans. Tout à fait. Alors ici, il y a 70 ans, c'est une base militaire. Des trains chargés de fusées étaient censés arriver d'Allemagne, rentrer dans ce tunnel, être déchargés et être ici stockés dans le but d'être tirés un peu plus tard. Ici, il devait y avoir un stockage de 500 fusées. Ces fusées qui devaient arriver en masse ici, dans ce petit coin de campagne tranquille du nord de la France, ce sont les tristement célèbres fusées V2. Des bombes révolutionnaires d'une puissance dévastatrice, censées renverser le cours de la guerre. Les ingénieurs nazis devaient finir l'assemblage ici, puis les lancer vers leur objectif. Mais les V2, c'est terrible ça. Et quand ça tombe, ça fait un dégât énorme. Oui, c'est le premier missile de l'histoire, ça emporte 1 tonne d'explosifs et ça détruit l'espace d'un quartier. Mais c'est une arme terroriste, c'est fait pour tuer des civils. Voilà le terrifiant projet qui se dessinait à la coupole d'Elfaux. Un plan qui n'a jamais vu le jour, puisqu'à l'été 1944, la Royal Air Force bombarde Elfaux et réussit à stopper net l'avancée du chantier. Les 55 000 tonnes de béton armé de la coupole ne sont donc pas suffisants pour protéger les stocks et la rampe de lancement des fusées V2. Une catastrophe est alors évitée. Et cette vue en face, c'est quoi? Alors, en face, c'est l'Angleterre, en fait. Le site n'est pas choisi par hasard. Il est choisi pour être à peu près à 200-250 km de la ville de Londres, la portée efficace des V2. Donc, Londres, c'est tout droit par là. Il met combien de temps le V2 pour aller sur Londres? Alors, un vol de V2, ça prend environ 5 minutes pour arriver dans le centre-ville de Londres. Comme ça vole très vite, au-delà de la vitesse du son, eh bien, vous ne l'entendez pas arriver. Le but du site ici, c'est d'envoyer 50 fusées V2 par jour sur Londres. Alors, c'est pour faire plier la population londonienne, pour les forcer à demander la capitulation, l'armistice à l'Allemagne, très rapidement. À l'intérieur de la coupole, on retrouve l'histoire de la fusée V2. Après la guerre, les Alliés se sont appropriés cette technologie destructrice et s'en sont servis afin de créer les fusées qui furent plus tard à l'origine de la conquête spatiale. Les visiteurs les plus curieux pourront même découvrir un planétarium en 3D pour se lancer à l'assaut des étoiles.